bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la formation Les Essentiels d'aujourd'hui, qui est la loi 25, considérations techniques au-delà des enjeux juridiques. Cette formation vous aidera à démystifier les considérations juridiques et techniques reliées à l'adoption de la loi 25. La formation d'aujourd'hui est donnée par Adriane Daffiner, associée et chef des opérations chez Nimion, et par Gilles Trépanier, associé et chef de l'innovation technologique également chez Nimion. Je vais vous expliquer un peu la formation, la façon qu'on va fonctionner aujourd'hui. Donc, on va débuter par la présentation de nos invités et ensuite, il va y avoir une période de questions. Je vous invite d'ailleurs à les écrire au courant de la formation d'aujourd'hui dans la messagerie, dans le chat. Et M. Daffiner et M. Trépanier vont tenter d'y répondre également au fur et à mesure, mais vous pouvez également les garder là, à la fin pour la période de questions. Donc, avant de laisser M. Trépanier et M. Daffiner aller avec leur présentation, je vais vous les présenter brièvement. Donc, M. Daffiner est titulaire d'un doctorat en physique et d'une maîtrise en génie informatique. Il cumule 20 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité informatique et de la protection des renseignements. Il aide les grandes entreprises canadiennes et américaines à gérer adéquatement leurs risques technologiques et informationnels. Il est passionné pour les technologies de l'information. Il est également souvent impliqué dans la conception des solutions qui protègent les actifs les plus critiques des entreprises. Il est inscrit au programme canadien de la marchandise contrôlée et autorisé à opérer sur la norme ITAR, la International Traffic in Arms Regulation. Il compte parmi ses réalisations la découverte d'une vulnérabilité de sécurité dans le système d'exploitation de la compagnie Microsoft. M. Gilles Trépanier a également plus de 20 ans d'expérience en gestion de la sécurité de l'information, à titre de conseiller stratégique et d'architecte d'entreprise. Il a mené de grandes transformations en matière de protection de données en combinant la gestion des identités et des accès, la cybersécurité et l'identité numérique. Il est pionnier dans l'automatisation des EFVP, l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée au Québec. Il est un conférencier passionné et habitué à vulgariser les notions de conformité réglementaire associées aux technologies de l'information. Donc, il me fait plaisir de vous les présenter, M. Daffiner et Trépanier. C'est maintenant à vous. Merci et bonne formation. Merci. Merci, Mme Wood. Merci à la Chambre de commerce et d'industrie de Laval de nous avoir invités en tant que conférenciers pour cet événement. Merci à vous d'être présents, à tous ceux que vous êtes présentement en ligne sur Zoom. Le plan de la conférence que nous vous proposons aujourd'hui, beaucoup de matière, un sujet très intéressant qu'on maîtrise bien. On a l'habitude de parler des considérations technologiques relatives à la conformité à la loi 25. Le plan condensé pour aujourd'hui, il y a beaucoup de matière à faire entrer dans une heure de temps. Je vais d'abord adresser quelques éléments de la loi. Je vais faire une mise en contexte très brève pour le bénéfice de tout le monde, histoire de se mettre tous au même niveau. Nous ne sommes pas des avocats, même si nous avons des avocats dans notre équipe. On va se concentrer aujourd'hui sur les considérations technologiques dans la conformité à la loi 25. Toutefois, il y a certains éléments du cadre législatif qu'on se doit mentionner et sur lesquels on va s'appuyer pour bâtir notre exposé aujourd'hui. Donc, une petite mise en contexte suivie d'un regard technique sur certaines dispositions. On a eu beaucoup de difficultés à choisir les aspects les plus intéressants de la loi. Il y en a plein. Il y en a beaucoup de choses à dire au niveau de la technologie relative à la conformité loi 25. Nous avons choisi les sujets de grand intérêt, ce qu'on voit qui constitue l'intérêt de nos clients, institutions financières ou toute entreprise active au Québec qui s'intéresse à respecter la loi 25. Et finalement, on va se laisser sur la bonne manière de se préparer pour l'entrée en vigueur de cette loi qui a été adoptée, mais dont les provisions vont rentrer en vigueur sur une base différée. Il y a un premier set de provisions de la loi qui sont rentrées en vigueur en 2022. Il y en a d'autres qui vont rentrer en vigueur au septembre 2023. Et finalement, il y a un dernier set de provisions prévu à être applicable à partir du 2024. Donc, ça, c'est le plan
de la présentation. Comme Mme Wood a mentionné, s'il vous plaît, posez vos questions au fur et à mesure si c'est absolument nécessaire. Bien sûr, on ne veut pas perdre personne. Le sujet peut devenir technique très rapidement. Donc, si vous avez besoin de précision pour pouvoir rester avec nous, n'hésitez surtout pas. Ça va me faire plaisir d'adresser ces questions-là. Sinon, sachez qu'il y a une période prévue de questions à la fin de la présentation et on va adresser vos questions spécifiques. Maintenant, pour la loi modernisant des dispositions en matière de protection des renseignements personnels, vous le savez bien, le sujet n'est pas nouveau. Donc, il y a eu plusieurs pièces de législation au niveau provincial, au niveau fédéral qui adressent cette question-là. Toutefois, la loi 25, elle clarifie beaucoup et élabore des sujets relatifs à la protection des renseignements personnels, tout en établissant des sanctions assez sévères, dans le fond, pour attirer l'attention de tout le monde sur le non-respect de conformité de la loi. Il y a plusieurs sujets qui sont approfondis dans cette loi-là. On les présente ici à l'écran pour vous dans 3 colonnes. Puis ces colonnes-là sont d'ailleurs apparentées avec les périodes d'entrée en vigueur des provisions de la loi. Il y a un premier volet de responsabilité et gouvernance qui est déjà rentré en vigueur au mois de septembre 2022. Donc, tout le monde, toute corporation au Québec doit avoir un cadre de gouvernance en place pour la protection des renseignements personnels, doit avoir nommé déjà un responsable de la protection des renseignements personnels avec une organisation qui se rattache et qui lui facilite l'exécution de la tâche, doit avoir des politiques et des pratiques qui encadrent la gouvernance et la manipulation des renseignements personnels et surtout, doit faire état de l'application d'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, EFVP en français, ou PIA, Privacy et Impact Analysis en anglais. Dans le fond, l'objectif de la loi, c'est de faire en sorte que l'utilisation des renseignements personnels au sein de l'entreprise suit toujours un besoin d'affaires qui est en directe relation avec l'intérêt d'affaires du client que vous desservez. Maintenant, un autre tour de mesures de protection des renseignements personnels vise à assurer justement le consentement parce que toute utilisation ou manipulation des renseignements personnels au sein de votre entreprise doit être faite en directe et étroite relation avec le consentement formel obtenu de la part du propriétaire de ce renseignement, donc de l'individu, du client. On va rentrer plus en détail un peu plus tard. Et la bonne application des contrôles nécessaires afin d'assurer la confidentialité de ces renseignements personnels. Et finalement, une fois le bon niveau de maturité atteint, et ça, la loi prévoit l'entrée en vigueur de certaines mesures au septembre 2024, on parle du cycle de vie des renseignements personnels. Ultimement, votre entreprise doit assurer la manipulation des renseignements personnels selon les délais prescrits par la loi, donc de cesser d'utiliser des renseignements personnels au moment d'arrêt de la relation d'affaires avec le consommateur, mais aussi de pouvoir, entre autres, permettre le transfert des renseignements personnels, si jamais le consommateur le désire, à un autre fournisseur. Si le consommateur décide de faire affaire, par exemple, avec une autre compagnie. Donc, ça, c'est le cadre de la loi. Il y a énormément d'éléments technologiques dans l'application de la loi. On ne se cachera pas. L'entreprise d'aujourd'hui, avec l'informatique qui prend beaucoup d'ampleur, ne peut pas ignorer les contrôles technologiques qui doivent être appliqués afin de conserver la conformité à la loi 25. Et or, c'est justement cet aspect-là. Par où commencer? Quels sont les contrôles technologiques? Comment on doit s'y prendre? Cela constitue la partie la plus importante de notre conférence d'aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vais m'embarquer dans nos diapositives et dans les explications. Un premier sujet qu'on vous propose vise la sécurité et les incidents de confidentialité. Selon les provisions de la loi, qui sont renforcées encore par la loi 25, les compagnies ont l'obligation de prendre des mesures de sécurité afin d'assurer la protection des renseignements personnels qui sont collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits.
tout ça doit être fait en ligne avec la volonté du consommateur et ce que la loi prescrit. Sinon, cela va résulter dans un incident de confidentialité. Donc, toute utilisation non conforme des renseignements personnels va produire un incident de confidentialité. Un incident de confidentialité, bien, la manière qui est définie dans la loi, c'est tout accès, utilisation, communication non autorisée, perte ou toute autre atteinte à la protection de ce renseignement. Il doit y avoir aussi un risque qu'un préjudice sérieux soit causé, puis la loi penche beaucoup du côté du consommateur. Dans ce sens-là, il veut vraiment que les renseignements personnels du consommateur soient protégés. L'entreprise doit donc prendre des mesures raisonnables pour diminuer les risques qu'un tel préjudice se concrétise. Et je rappelle à tout le monde, le risque de la non-conformité est très coûteux en termes réputationnels parce que désormais, tout incident de confidentialité doit obligatoirement être rapporté à la Commission d'accès à l'information. Donc, il n'y a pas de porte de sortie. Tout arrive sur la place publique. Et aussi, il y a des pénalités. Il y a des pénalités qui peuvent monter, entre autres, jusqu'à 4 de la chiffre d'affaires mondial d'une compagnie. Donc, en faisant affaire au Québec et en subissant un incident de confidentialité, jusqu'à 4 de la chiffre d'affaires de la compagnie est à risque. La loi prévoit aussi des pénalités qui sont dues directement aux consommateurs, dont les renseignements personnels ont été utilisés de façon non conforme. Donc, tout ça fait en sorte qu'on doit être très attentif de la manière qu'on gère les incidents de confidentialité et qu'on se prépare à ces incidents. Peut-être une précision, Adrien, sur comment être proactif, dans le fond, parce que je vois beaucoup d'entreprises qui sont très réactifs à un événement, un incident de sécurité. Comment que les entreprises peuvent, comment qu'on peut devenir proactif dans ce domaine-là? La proactivité, en effet, est de mise, car aucune entreprise ne veut pas briller devant ses clients, les consommateurs ou devant la Commission d'accès à l'information en rapportant un incident de confidentialité. Donc, vraiment, l'objectif primaire ici est d'empêcher qu'un tel événement se produise. Qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, il faut modéliser les menaces d'atteinte aux renseignements personnels. Comment on sait, dans le fond, que des renseignements personnels ont été affectés au cours d'un incident? Il faut d'abord avoir cette information-là et cette connaissance. Nous devons, pour ça, répondre à 2 questions. Comment déterminer si des renseignements personnels sont en jeu? Et si oui, quelle action doit être posée? Il est fort probable que votre entreprise utilise déjà certaines techniques, comme la journalisation, par exemple, pour certains événements d'intérêt. La journalisation, pour ceux qui sont moins habitués avec le jargon technologique, consiste dans l'enregistrement de certaines activités d'intérêt exécutées par les employés, par les clients ou par les visiteurs de vos systèmes informatiques. Donc, garder un journal en format électronique des actions qui ont été posées par ces acteurs. L'idée de ça, c'est de bien utiliser les données de journalisation. Comment utiliser les informations sur les actions posées par tous ces acteurs-là dans le contexte des renseignements personnels? Est-ce que ça a touché un renseignement personnel? Et si oui, de quelle manière? Et tout ça, on doit également le mettre dans la perspective des opérations TI de votre entreprise, soit le volume des données de journalisation. Il faut que ça soit pertinent, gérable. On ne peut pas accumuler des informations relatives aux actions de vos employés ou de vos clients à des volumes faraminaux qui vont finir à coûter cher pour rien. Et on doit faire une corrélation et un suivi de ces informations. Comment qu'on va les mettre ensemble pour déterminer, en effet, qu'il y a eu lieu un incident relatif au renseignement personnel? Je vais vous donner un exemple simple. Un envoi par courriel. C'est rien de plus anodin, des choses qu'on fait à tous les jours. L'envoi d'un courriel. Par contre, si on attache à un courriel un chiffrier qui contient les renseignements personnels des clients de votre entreprise, la mise change subitement et de façon dramatique. Dans ce cas, l'envoi du courriel doit être bloqué et une enquête doit suivre dans les plus brefs délais. On doit donc suivre les flux de communication de façon proactive pour détecter tout potentiel malveillant et prévenir l'exfiltration de données. Pour être vraiment proactif, la détection doit être faite en temps réel.
ce qui nécessite, on ne se cachera pas, un certain niveau de maturité de la part de vos équipes de sécurité opérationnelle. Il faut aussi faire l'inventaire en continu des actifs informatiques d'entreprise. On ne peut pas maîtriser bien nos renseignements personnels si on ne sait pas où ils sont hébergés. Savoir donc quel est l'ensemble des composants logiciels déployés dans votre écosystème informatique qui héberge des renseignements personnels. Pourquoi? Pour appliquer une saine gestion de risque. On va revenir à la gestion des risques parce que c'est la pierre angulaire de la stratégie proposée aux entreprises. Donc, il faut avoir une saine gestion de risque. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Imaginez deux actifs informatiques, un serveur sur lequel les clients accèdent pour consulter leurs dossiers financiers et un autre actif informatique, un serveur qui sert à publier le menu de la cafétéria. Il y a une grande différence entre le niveau de risque engendré par l'accès non autorisé à ces ressources informatiques. Qu'est-ce qui se passe si vous ignorez cet aspect-là? Je vais faire un petit rappel sur 2022, l'année passée. Il y a eu une vulnérabilité monstre qui a fait les manchettes. La vulnérabilité de sécurité nommée Log4j, vous vous souvenez probablement de l'avoir vu même dans les journaux de large circulation. Il s'agissait d'une faille dans une librairie qui est un composant de base d'une application très populaire. Certaines sources affirment que jusqu'à 30% des serveurs sur Internet étaient potentiellement vulnérables à cette faille. Okay? Dans le contexte de cette vulnérabilité, quelle a été la réponse de plusieurs organisations au niveau mondial qui avaient des renseignements personnels et des données sensibles exposées à travers cette vulnérabilité? Certains gouvernements ont décidé d'éteindre leurs serveurs pendant des jours et des jours, dans certains cas des semaines. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas certains si ces serveurs-là avaient ou non des renseignements personnels sensibles là-dessus ou encore s'il y avait la version vulnérable de cette librairie. Est-ce que ça, c'est une stratégie de gestion de risque? Oui, c'est une stratégie de gestion de risque. Ça peut marcher peut-être pour certains acteurs, mais je garantis que pour des entreprises privées, très peu peuvent se la permettre sans en subir des conséquences. Tout éteindre, disparaître de l'univers pendant plusieurs jours, voire semaines, le temps de figurer si ils sont vulnérables ou non à certaines attaques informatiques. Finalement, il est important de soumettre volontairement à des audits et des tests d'intrusion pour confirmer sur une base périodique la solidité de vos contrôles et les moyens de défense informatique. Donc, dans le fond, ce n'est pas un quand, c'est pas un si ça arrive, c'est un quand que ça peut arriver. Dans le fond, il faut voir ça comme ça. Quel genre de recommandations qu'on peut faire pour ça, pour Adrien? Tu en avais déjà parlé. En effet, on peut faire preuve de proactivité jusqu'à un certain point, mais on sait bien, ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. À ce moment-là, puis je vais faire référence directe aux incidents de confidentialité. À un moment donné, votre entreprise aura besoin de faire face à un incident de confidentialité. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Il faut déterminer la portée de l'incident. Donc, qu'est-ce qui est vraiment affecté? Ce n'est pas parce qu'un incident de disponibilité ou de sécurité ou une négligence a eu lieu qu'un incident de confidentialité s'est produit et qui doit être reporté. On veut rester conforme à la loi, puis on veut répondre à ces exigences, mais on ne veut pas aller rapporter à la Commission d'accès à l'information des choses qu'on ne devrait pas faire. Donc, ça, c'est l'aspect réputationnel de votre entreprise, puis ça peut créer des plus gros problèmes si on rapporte des événements qui n'auraient pas dû être rapportés. Donc, comprendre ce qui s'est passé, déterminer la portée, voir qui a été affecté, c'est l'étape essentielle. Le plan de réponse aux incidents de confidentialité doit être corrélé avec le plan de réponse aux incidents de votre entreprise, doit devenir partie intégrante. Vous devrez savoir exactement qu'est-ce qui doit être fait, notamment au plan de communication avec vos clients, avec la commission d'accès à l'information et l'orchestration et l'automatisation du réponse. C'est sûr que c'est un grand stress, on le voit parfois avec certains clients, doivent
faire face à un incident de confidentialité. Ils doivent maîtriser parfaitement la communication, l'information qui est diffusée à l'extérieur et remédier les effets de cet incident. La stratégie de communication, c'est très important, on le dit souvent, ne doit pas créer de la confusion. Je donne un exemple. Votre entreprise subit un incident de confidentialité suite aux actions des acteurs externes, donc des hackers. Par la suite, vous vous dépêchez avec une stratégie de communication incomplète, vous lancez des messages à vos clients. Les hackers qui sont à l'origine même de cet incident de confidentialité peuvent capitaliser sur vos communications puis créer encore plus de dégâts. Donc, le tout doit être mis en perspective et la stratégie de communication doit être parfaite pour pouvoir faire face à un tel événement indésirable pour votre compagnie. Donc, les incidents de confidentialité, pour ceux qui ne savent pas, ils doivent être déjà adressés par votre entreprise. Ça fait partie des obligations de la loi qui sont déjà rentrées en vigueur au mois de septembre 2022. Un autre sujet qu'on aimerait traiter avec vous aujourd'hui, ça porte sur la destruction et l'anonymisation de données. Ça, c'est des concepts qui sont clarifiés, qui sont bien définis dans la loi et dont la loi énonce certaines exigences qui sont assez strictes et qui doivent être respectées par les compagnies. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Bien, il y a une obligation de bien utiliser les renseignements personnels de vos clients. Il y a aussi une obligation de détruire les renseignements personnels lorsque les fins pour lesquelles les clients ont consenti la collecte ou l'utilisation sont accomplies, sous réserve, bien sûr, d'un délai de conservation prévu par la loi. Il y a possibilité d'anonymiser ou encore de transformer les renseignements personnels pour pouvoir les utiliser au sein de votre entreprise pour des fins connexes auxquelles le consommateur a donné son consentement. Les renseignements personnels donnent des informations essentielles sur votre clientèle, sur les possibilités de développer votre business. Sont très importantes pour pouvoir grandir votre business. Le défi ici, c'est comment utiliser ces renseignements personnels et comment les transformer afin de les utiliser de manière qui est conforme à la loi. Et pour ça, il faut comprendre d'abord les concepts. Ce que je vous propose dans les prochains acétates, c'est de donner quelques définitions sur les différentes formes d'existence des renseignements personnels. Et par la suite, on va appliquer toutes ces connaissances-là à des cas concrets. Alors, les concepts d'abord. Bien interpréter les termes et comprendre les différences. Il est important à maîtriser ces concepts-là, surtout pour les personnes qui sont non techniques, les personnes dans les lignes d'affaires, parce que désormais, la réalité amenée par la loi 25 est qu'ils doivent être très au courant et doivent maîtriser parfaitement ces notions-là afin d'assurer la conformité à la loi 25 au sein de votre entreprise. Dans le cas de la destruction, je vais commencer par le plus simple. La destruction. L'ensemble des renseignements personnels doivent être physiquement ou électroniquement détruits. Pour le format électronique, là, parce que c'est celui qui prend de plus en plus d'ampleur au sein de l'entreprise, et c'est bien sûr celui pour lequel la question est sensiblement plus complexe que le déchiquetage des documents en format papier. Encore une fois, on doit établir la portée de la destruction. On fait une distinction entre les différents types de stockage de renseignements personnels. Il y a le stockage structuré, qui inclut, entre autres, les bases de données qui ont tous les champs de même type et avec la même structure, et le stockage non structuré. Toutes les autres formes dans lesquelles les renseignements personnels sont véhiculés au sein de votre entreprise, que ce soit par courriel, par fichier Excel, de façon ad hoc, sur les répertoires locaux ou réseaux de votre entreprise. Le stockage non structuré, il est particulier, puis on va le regarder un petit peu plus en détail dans quelques minutes, mais il faut savoir que chaque type d'entrepôt de stockage, ça, peu importe le type, vient avec son lot de défis. Même pour la base de données, le défi est de taille de ne pas perdre de vue les renseignements personnels quand on les transige d'une base de données à une autre. Hein, on sait que les entreprises utilisent les informations
dans plusieurs bases de données qui sont typiquement reliées entre eux. Donc, les renseignements personnels, il faut absolument ne pas les perdre de vue lors d'un transfert d'une base de données à une autre ou lorsqu'on va les utiliser dans des structures telles qu'un lac de données d'entreprise, qui sont des instruments modernes d'analyse des données. Là. Les entreprises s'en fient beaucoup pour assurer leur croissance puis l'analyse d'affaires, mais s'il n'y a pas d'inventaire de renseignements personnels, s'il n'y a pas de gouvernance de données et les renseignements personnels sont perdus dans ce lac de données ou dans l'océan des informations de la compagnie, ça va être très difficile par la suite d'appliquer les bons contrôles et surtout de se retrouver lorsqu'il y a besoin, par exemple, de détruire ces informations suite à la fin de la relation d'affaires avec le client. Ne perdez pas de vue, si vous faites partie d'un département TI ou si vous n'êtes pas quelqu'un de TI, n'oubliez pas de le mentionner aux gens TI au sein de votre organisation. Les données dans les environnements de non-production, les environnements de développement ou de test, peu importe ce qui fait votre entreprise, s'il y a des environnements de développement ou de test et qu'il y a des renseignements personnels qui sont utilisés dans un certain format dans ces environnements-là pour développer un service de qualité, à l'intention de vos clients, mais il faut absolument prendre les bonnes mesures de détruire ces renseignements-là à la fin de la relation d'affaires avec un client en particulier. Également, il est important d'inclure dans la portée de votre stratégie de destruction des renseignements personnels les copies de sauvegarde, les cassettes de backup, tout ce que vous conservez hors site ou à l'extérieur. Faut y penser, bien sûr. Donc, ça, c'est assez vaste et ça vaut la peine pour rester conforme de déterminer la portée de vos renseignements personnels. Il faut bien sûr avoir la notion des autres lois applicables parce qu'en plus de la loi 25, il se peut que votre entreprise, dépendamment du domaine d'affaires, soit assujettie à d'autres cadres de conformité qui, eux, exigeraient que le renseignement personnel soit stocké sur une haute période de temps telle que prescrite par la loi. On voit ça assez souvent avec certains de nos clients qui sont dans des domaines d'industrie régis par certains cadres législatifs. La transportation, le bancaire, les assurances, ainsi de suite. Donc, assurez-vous que vous considérez l'ensemble du cadre de conformité qui est applicable à votre entreprise. Et ça, c'est pour la destruction. Maintenant, pour l'anonymisation. Dans la loi 25, un renseignement concernant une personne physique qui est anonymisée est dit anonymisé lorsqu'il est raisonnable en tout temps de prévoir qu'il ne permet plus de façon irréversible, et j'ai dit bien irréversible, d'identifier directement ou indirectement la personne concernée. Naturellement, l'informatique offre plein de solutions pour réaliser cela, mais la clé est dans la qualité de la réalisation. Je vais vous donner un petit exemple un petit peu plus tard pour voir que ce n'est pas banal de réaliser l'anonymisation dans le contexte de potentiel de faire des relations entre les données aujourd'hui. Parce que sinon, ce qui va arriver, c'est que ce que vous croyez être des données anonymisées et dont vous allez appliquer moins de contrôle informatique là-dessus, en effet, ne sont que des données dépersonnalisées, utilisées potentiellement de façon non conforme avec des lourdes conséquences point de vue conformité loi 25. Regardons la dépersonnalisation, justement parce que je parle de ça. Les renseignements personnels sont dits dépersonnalisés lorsque le renseignement ne permet plus d'identifier directement la personne concernée. La dépersonnalisation est une transformation des renseignements personnels dans une version adaptée aux besoins d'affaires, pour l'analyse d'affaires, pour créer certaines statistiques, pour la prise de décision d'affaires. Donc, ça contient encore les informations relevantes pour la prise de décision d'affaires, mais il est respectueuse du consentement et le contexte d'utilisation donné par l'individu propriétaire du renseignement personnel. Il peut être opportun et envisageable, selon certains contextes d'affaires, d'appliquer une transformation dynamique réversible. Restez avec moi, ne vous inquiétez pas, là, on va clarifier ça tout de suite. Ce que je veux dire par la réversibilité, c'est qu'on peut désirer des fois avoir l'habilité de retrouver le renseignement personnel à partir des données dépersonnalisées. Exemple, vous avez la base de données des clients, vous la dépersonnalisez pour la donner au département d'analyse d'affaires qui
lui, il va appliquer certains traitements, il va identifier certaines personnes d'intérêt pour proposer peut-être de nouveaux services. Alors, ces données-là sont retournées à votre département de contact avec les clients qui, eux, vont être en mesure de retrouver de qui il s'agissait exactement. Or, ça, c'est la bonne manière de procéder pour rester conforme à la loi parce que le département d'analyse d'affaires, lui, il n'avait pas le droit, il n'était pas en mesure de détenir l'ensemble des renseignements personnels. Des précautions sont de mise, je vais finir avec ça pour les définitions. Il y a une association qui s'appelle l'IAPP, International Association of Privacy Practitioners, donc les gens qui sont actifs dans le domaine de la protection des renseignements personnels. Ils ont fait une étude, puis ils ont découvert, gardez ça à l'esprit, qu'avec les informations puis les possibilités de corroborer les informations aujourd'hui, il est possible d'identifier de façon explicite et personnelle 87% de la population des États-Unis en utilisant seulement 3 points de données: le code postal, le sexe et la date de naissance. Je n'ai pas besoin de plus que ces 3 points de données pour identifier 87% de la population des États-Unis de façon directe. Pourquoi? Parce que je peux tout corroborer avec des sources d'informations existantes ailleurs. Donc, il est important de s'attaquer de la bonne manière pour anonymiser ou dépersonnaliser les renseignements personnels au sein de votre entreprise. Est-ce qu'il est possible de le faire? Oui. Ça peut sembler aride et anodin pour ceux parmi vous qui n'ont pas l'habitude d'être actifs dans le domaine des TI, mais sachez déjà qu'il y a des techniques qui peuvent être appliquées à vos sources de données existantes afin de rendre le tout conforme aux exigences de la loi. Et en parlant de ça, de la mise en contexte de ces définitions-là pour le relier à votre risque d'entreprise, j'invite Gilles à mettre le tout en relation, la gestion des risques avec les concepts que j'ai décrits ici. Dans le fond, je ne sais pas si tu peux te muter, Adrien, je ne veux pas qu'on entende en double. Ce qui est important à comprendre, c'est que l'inventaire des renseignements personnels que vous allez découvrir un peu partout dans votre organisation amène un certain niveau de risque. Donc, de garder beaucoup de données, on a tendance à penser que je vais garder toutes les données au complet parce que c'est utile pour faire du marketing. Par contre, d'avoir un grand niveau de renseignement personnel non protégé ou pas anonymisé ou même détruit amène un niveau de risque très grand pour l'organisation. Il faut protéger l'ensemble des environnements, il faut protéger l'ensemble, mettre beaucoup de contrôles en place. Donc, c'est très fastidieux puis ça peut devenir très dispendieux. Donc, et d'avoir un inventaire en continu va venir apporter un niveau de complexité également de toujours suivre où se retrouvent les données. Donc, on peut voir que le risque va se diminuer de grandement en dépersonnalisant, en faisant de l'anonymisation ou encore mieux, ce qui est demandé par la loi, encore mieux de détruire les renseignements personnels lorsqu'il n'y a plus de relations d'affaires ou quand les fins ont été accomplies. Ça, je vais mettre une petite précision, un fin accompli. Si je donne mon adresse, mon numéro de téléphone dans l'intérêt de me faire livrer quelque chose à la maison, quand c'est livré, c'est terminé, les renseignements devraient être supprimés. Ce n'est pas une base de données qui doit être gardée à vitam aeternam. La livraison a été complétée. Il n'y a plus de besoin de garder mes renseignements personnels. Je n'ai pas consenti à autre chose qu'une livraison. Donc, c'est un peu ce qu'on veut mentionner ici. La page que vous voyez en ce moment-ci, elle est pleine d'informations. Je ne vais pas lire l'ensemble des points. Je peux vous la laisser. Vous allez avoir accès à la présentation. Il y a quelqu'un qui a posé la question tantôt. Donc, je peux procéder à la prochaine slide, Adrien. Je pense qu'on comprend bien avec tes exemples d'avant. Oui. Désolé pour le contretemps, j'étais sur mute. J'expliquais que le slide que vous avez vu tantôt il est extrêmement important. On le dit très souvent auprès de nos clients.
il est important de mettre en relation les contrôles que vous appliquez à vos renseignements personnels avec les risques d'entreprise. On décourage fortement l'application des contrôles sans savoir exactement quels risques d'entreprise on diminue en faisant ainsi. Ça peut déraper assez facilement le déploiement des outils technologiques. Nous autres, ce qu'on prêche plutôt, là, puis on va voir ça vers la fin de la présentation, lorsqu'on va vous suggérer certaines mesures à prendre, on vous suggère fortement de vous concentrer d'abord sur les risques auxquels votre entreprise est confrontée là, dans le contexte de renseignement personnel et seulement par la suite d'appliquer les contrôles nécessaires. Merci de continuer à être avec nous. Là. On sait que le sujet est très vaste, beaucoup de matière à être abordée dans seulement 1 heure de temps. On a eu d'ailleurs beaucoup de difficultés à choisir les éléments les plus intéressants. Permettez-moi maintenant d'aller vers une autre provision de la loi qui est présentée de façon proéminente et sur laquelle votre entreprise doit se concentrer afin d'assurer la conformité à la loi 25, soit les paramètres de confidentialité et les fonctions de profilage. Bon. On sait bien, les paramètres de profilage, c'est quoi? C'est la possibilité d'apprendre plus et d'ajuster vos produits et services à un consommateur en particulier en ayant accès à une multitude d'informations et des renseignements personnels potentiellement en ce qui le concerne. La loi 25 vient maintenant pour nous dire qu'il y a une obligation d'assurer que par défaut, les paramètres de confidentialité assurent le plus haut niveau de confidentialité ESE sans aucune intervention de la personne concernée. Donc, dans le fond, là, c'est fini le opt-out pour le consommateur québécois. Donc, pour dire que je ne veux pas de ce que vous m'offrez. À la base, les produits et services que les entreprises vont mettre d'avant doivent partir d'un niveau de base où le respect de la confidentialité est à ce plus haut niveau et de monter afin d'obtenir éventuellement le consentement du consommateur pour l'utilisation ou la collecte de certains renseignements personnels. Et ça, c'est un impact majeur sur l'ensemble des technologies qui comprennent des fonctions d'identification, de localisation, de profilage. Parce que si vous envisagez à proposer au consommateur un de ces types de fonctions, vous avez, en plus d'offrir à la base le plus haut niveau de confidentialité, vous avez l'obligation de l'informer, le consommateur, au préalable que vous comptez utiliser certains de ce type de fonctions technologiques. Et pour les activer, il faut chercher le consentement éclairé, précis, puis strictement relié à l'intérêt d'affaires de ce consommateur. Maintenant, sur les choix d'activation du profilage. Au fil du temps, des éléments de profilage ont été introduits pour l'ensemble des composants technologiques. Par exemple, la localisation de l'emplacement de votre appareil mobile. Il permet d'obtenir les habitudes de déplacement, des consommations. Un autre exemple, la grande majorité des sites Internet déposent dans votre navigateur des témoins de navigation, ce qu'on appelle communément des cookies en anglais. Ces cookies-là permettant de suivre une majorité des aspects de votre interaction et de navigation sur Internet. Tout ça, ce n'est pas nouveau pour vous, là, bien sûr. Vous avez déjà vu ça à maintes reprises, toutes ces fonctions de profilage. Peut-être vous avez déjà désactivé de par vous-même certains. Mais comme je le disais avant, avec l'arrivée de la loi 25, les entreprises doivent garder les paramètres de profilage désactivés et de les activer seulement suite à une intervention explicite, un consentement donné par l'usager. Le problème maintenant pour les entreprises, c'est que ce profilage, lui, peut générer énormément de valeur pour une entreprise. Si vous offrez des services via un site web ou une application mobile, vous savez exactement de quoi je parle. Comment on peut donc faire que l'usager adhère, donc qui choisit de partager ses renseignements personnels avec vous, mais tout en restant respectueux de la loi? La clé est d'arriver à lui expliquer le pourquoi et la valeur de ses services et l'impact de ne pas activer ses fonctions. J'explique. Pour inciter l'adhésion, un système, mettons une application mobile, devrait par exemple être en mesure de produire des résultats
de base sans activer le profilage. Peut-être des résultats moins précis, peut-être moins pertinents, mais quand même des résultats. Puis d'expliquer au consommateur, mettre d'avant le fait qu'il y a le contrôle de l'activation ou de retrait des fonctions de profilage et qu'il peut obtenir un meilleur service en acceptant de partager avec vous ses renseignements personnels. Donc, la protection des renseignements personnels doit être tracée dans la conception même de ce système. On n'a pas le choix que de penser de cette façon-là et de révisiter la conception des systèmes et des services qui sont déjà en place. Cela peut être fait en implémentant un collecte de renseignements personnels strictement dirigé par le consentement de l'usager, donc par son intérêt, et de deux, en mettant des points de décision dans le code des applications ou dans des systèmes que vous proposez aux consommateurs. Si une autre information n'est pas disponible, parce que, par exemple, l'utilisateur n'a pas consenti à l'utilisation, des traitements alternatifs doivent être appliqués. Votre application ne doit pas s'arrêter, ne doit pas solliciter ou cesser de fonctionner au cas où le consommateur décide de ne pas consentir à l'utilisation de ses renseignements personnels. Donc, ça, c'est un changement de paradigme qui met l'emphase sur le contrôle de l'utilisateur final sur ses renseignements personnels, mais votre entreprise doit s'adapter et doit continuer à fonctionner dans ces circonstances. Donc, cette façon de penser est à privilégier partout au cours de la transformation numérique de votre entreprise. J'essaie ici de faire un pont entre la protection des renseignements personnels et la transformation numérique de l'entreprise. La transformation numérique, elle, entre autres, vise à offrir une plus grande autonomie de l'usager face à la technologie. Bon, c'est un des objectifs aussi de la protection des renseignements. L'usager, votre client, il doit rester en tout temps en contrôle sur ses renseignements personnels. Donc, tout ça, ça peut être agencé afin de maximiser les efforts de votre entreprise dans ce domaine. Pour un exemple concret ou pour s'attacher plus à l'action, Gilles, pourrais-tu, s'il te plaît, nous expliquer plus en détail comment les mécanismes de profilage agissent, par exemple, dans le contexte d'utilisation d'une application web ou de téléphone mobile? Oui, absolument. Vous avez sûrement déjà vu ça. C'est de plus en plus populaire. On voit sur un site Internet maintenant, puis il y a une espèce de bannière qui vous apparaît, qui vous dit voici les paramètres qu'on va utiliser, les témoins ou les cookies qui vont être utilisés pour vous suivre ou pour vous analyser votre comportement, et tout et tout. Et donc, de plus en plus, on voit ces sites Internet-là apparaître avec ce choix ici. C'est la même chose avec les téléphones mobiles. Hein. Il y a eu c'est certain que quand j'utilise une application de navigation sur mon téléphone mobile, l'application a obligatoirement besoin de la géolocalisation, car sinon, ça ne va pas me déplacer beaucoup dans la ville si je désactive les fonctionnalités. Par contre, est-ce que j'ai besoin d'autoriser l'utilisation de mes photos? Est-ce que ma caméra est pertinente dans ce cas ici? Il y a des applications qui sont riches de services, comme prendre une photo. C'est intéressant de savoir où tu as pris ta photo et puis par position GPS, on est capable de dire tu as pris ta photo à Montréal, à tel endroit, à telle heure. Et en plus, l'application pourrait même décider pourrait offrir des services d'améliorer la photo pour éviter les yeux rouges ou le brouillard. Donc, a besoin de consommer aussi l'ensemble de vos photos pour pouvoir sélectionner la photo. Maintenant, c'est des fonctionnalités qui se doivent être questionnées envers le consommateur et c'est la même chose pour des applications qui sont web. Il y a aussi ce qui est demandé par la loi 25, c'est que ces fonctionnalités-là, ils sont désactivées par défaut. Ce n'est pas tout activé, puis je dois moi-même aller désactiver ce que je ne veux pas. D'habitude, ce qui est demandé maintenant, c'est que vous arrivez dans votre application. L'application va obligatoirement désactiver tout ce qui n'est pas essentiel au fonctionnement. C'est sûr que si tu achètes
un logiciel qui permet de prendre des photos, si tu n'as pas accès à la caméra, ça l'arrête là, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a des fonctionnalités qui sont obligatoires. Par contre, si l'individu désactive ou n'active pas justement les fonctionnalités pour que votre application puisse fonctionner, il ne faut pas que le client soit pris en otage de dire, ben, si je n'ai pas accès à tes photos, si je n'ai pas accès à tes courriels, je ne peux pas fonctionner. Alors, donc, il faut que ça soit vraiment une fin légitime de dire pourquoi vous voulez consommer les courriels, c'est quoi l'intérêt de consommer mes photos, ainsi de suite. Donc, le fait d'activer toutes ces fonctionnalités-là, ce que ça vous oblige également, c'est d'avoir un bon niveau de compréhension. Vous allez collecter de la donnée. Il faut la protéger, cette donnée-là maintenant. Ce que je parlais tout à l'heure d'un grand risque pour votre entreprise, d'avoir beaucoup de renseignements personnels. Si vous consommez plein d'informations, ça pourrait être intéressant. Par contre, ça l'amène à un niveau de risque et un niveau d'opérationnalisation, de mise en place de contrôle pour protéger ce que vous avez tout collecté. Donc, c'est un couteau à deux tranchants. On peut consommer beaucoup d'informations, c'est pertinent pour la relation qu'on a avec notre client, puis en même temps, je dois protéger tout ce qui m'a été donné, position GPS, courriel, photo, caméra, et ainsi de suite. Donc, sur ça, je pense que c'est ce qui est de plus en plus, vous allez voir, c'est très populaire maintenant. Les applications demandent d'avoir une gestion de qu'est-ce que vous avez le droit de suivre sur l'utilisation des données personnelles. Dans le chat, je vois qu'il y a eu plusieurs questions et une question très intéressante provient de Mme Sylvie Arsenault qui nous demande pourquoi on ne parle pas des renseignements personnels des employés et si cette loi s'applique. En effet, la question est très pertinente. Pour faciliter notre présentation, on utilise systématiquement comme exemple les renseignements personnels des clients et des consommateurs, mais sachez que la loi s'applique à 100% aux renseignements personnels des employés. Donc, oui, vous devez exercer beaucoup d'attention en manipulant les renseignements personnels des employés et respecter les obligations de la loi 25 également lorsque vous traitez les renseignements personnels des employés. Donc, très bon commentaire. Une autre question, M. Dumais. Quoi faire dans un contexte de professionnel membre d'un ordre où la tenue de dossier très approfondie est nécessaire? Oui, c'est également une excellente question, mais étant donné qu'il y a une exigence légale, mais vous devez quand même solliciter le consentement. C'est sûr que vous ne pouvez pas desservir la clientèle s'il ne fournit pas l'ensemble des informations qui sont exigées par le code de votre profession, mais il faut quand même passer par l'obtention du consentement. Donc, c'est une étape peut-être administrative. Voyez-le pas comme étant superflu parce que l'obtention du consentement doit être démontrée dans le cadre d'une audit ou dans le cas où il va y avoir des questions par rapport à la conformité de votre pratique à la loi 25. Je vais continuer avec le dernier sujet que nous avons sélectionné pour vous aujourd'hui. Un sujet également très intéressant qu'on va essayer d'aborder à haut niveau, étant donné qu'il est extrêmement vaste, soit les décisions fondées sur les traitements automatisés. C'est la tendance aujourd'hui. Le traitement automatisé, toutes les entreprises développent des systèmes informatiques qui vont les aider à prendre des décisions de façon automatisée basées sur certaines informations et renseignements. Or, si votre entreprise met d'avant une telle pratique, vous avez une obligation d'informer la personne concernée au moment où la décision est rendue à cette personne-là. Quels sont les renseignements personnels utilisés dans le cadre de la prise de décision? Il y a une obligation d'informer sur demande la personne concernée quels sont les renseignements personnels qui ont été pris en considération, les facteurs et paramètres qui ont mené à la décision et aussi du fait que il y a un droit en tant que consommateur de faire rectifier les renseignements personnels utilisés pour la prise de décision si jamais ces renseignements personnels n'étaient pas de bonne qualité ou étaient erronés. Il y a d'ailleurs plusieurs droits qui sont attribués aux consommateurs dans le contexte de la loi. Je ne fais ici qu'effleurer la surface. Les droits des consommateurs relatifs à leur renseignement personnel, c'est un sujet qui est bien approfondi dans la loi. Maintenant, pour continuer un peu dans un volet plus concret du traitement automatisé.
bon nombre de décisions qui affectent vos vies au quotidien aujourd'hui sont prises exclusivement sur la base d'un traitement automatisé de données. Un exemple classique dans ça, c'est que, par exemple, moi et Gilles, nous appliquons en même temps pour un crédit auto en ligne sur le site de notre institution financière. Et après une semaine, nous recevrons les deux une lettre qui nous informe du résultat de notre demande. Gilles a eu le prêt à 5 %, moi, je l'ai eu à 10 %. Bien, comment ça se fait? Comment ça se fait que Gilles a eu un meilleur taux? Aujourd'hui, je vous garantis que dans la grande majorité, les conseillers financiers vont vous expliquer que peut-être c'est par rapport à votre dossier de crédit, mais pas plus. Dans le contexte de la loi 25, ils devront maintenant pouvoir le justifier de façon beaucoup plus élaborée. Par exemple, est-ce que les habitants dans mon code postal font défaut plus souvent sur leur crédit auto? Peut-être la décision a été influencée par le fait que j'ai changé d'adresse à plusieurs reprises dans les dernières années. Donc, les raisons précises et les renseignements personnels qui ont contribué à la prise de décision doivent être exposés de façon claire au client parce qu'il a le droit d'être informé sur quoi exactement que la décision repose. Cela va amener beaucoup de défis aux compagnies qui font déjà ce genre de traitement. Il n'est pas rare que les systèmes ont déjà été développés en mode de boîte noire, donc sans nécessairement se soucier sur les éléments de justification. Comment on peut donc se diriger vers un traitement automatisé qui est transparent et sans préjudice, peu importe si la décision est favorable ou défavorable? Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Je vais les énumérer, vous les voyez bien à l'écran. Les données utilisées par le modèle de référence pour s'alimenter. Par exemple, pour rester dans le domaine de l'automobile, pour établir le risque de conducteur auto propre à moi, le modèle de référence d'une compagnie d'assurance doit mettre en contexte mes renseignements personnels avec la dynamique des accidents qui ne peut pas être la même, par exemple, à Val-d'Or où j'habite ou au centre-ville de Montréal. Mes renseignements personnels doivent être placés dans le bon contexte de référence, sinon un préjudice pourrait être infligé et cela doit être bien expliqué aux consommateurs. Les renseignements personnels assujettis au traitement, la qualité de ces renseignements personnels et un pouvoir direct d'influencer la décision et le propriétaire des renseignements personnels a le droit de présenter ses observations sur ces données. Et la logique de traitement, dans le code des applications automatisées, nous devons intégrer des points de contrôle pour évaluer l'impact d'un renseignement personnel spécifique. Pensez seulement, puis je vais vous laisser sur ça avant de passer au prochain acétate, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, la situation deviendra encore plus complexe, car l'intelligence artificielle, elle, évolue de par elle-même, puis développe, si vous voulez, son propre code en réagissant aux événements. Les compagnies doivent rester en contrôle de la prise de décision confiée au système automatisé basé sur l'intelligence artificielle. Gilles, peut-être tu peux nous expliquer rapidement, faire un petit survol des étapes dans le traitement automatisé? Oui, absolument. Dans le fond, la boîte noire qu'on parlait tantôt, ce qui est à proscrire, c'est l'étape numéro 5. Donc, je ne ferai pas l'ensemble des étapes. C'est un diagramme qui montre justement comment on fait une saisie de données. Donc, le traitement automatisé, ce qui est important ici, c'est que ça ne peut pas être une boîte noire, puis on ne délègue pas l'imputabilité de la décision à une partie tierce. Dans l'exemple qu'on disait tantôt, la compagnie veut offrir un crédit, fait affaire avec une agence de renseignement d'information qui retourne une certaine logique vrai-faux. Il faut, dans ce cas-ci, qu'on comprenne puis qu'on soit en mesure d'articuler cette prise de décision-là envers le client, comprendre pourquoi la décision était de 10 pour Adrien puis de 5 pour Gilles, par exemple. Comme tel. Donc, il faut qu'il y ait une bonne justification, il faut qu'il y ait une résolution. Peut-être que la décision qui a été prise par une intelligence artificielle est erronée. Et dans ce cas-là, on revient à la collecte d'informations, on fait une assurance qualité et on relance le traitement. Il faut être en mesure de bien comprendre ce qu'on a délégué à une autre partie de traitement. Merci, Gilles. Parce que le temps avance, on va vous donner quelques petites consignes inspirées de notre expérience sur la bonne manière de se préparer
sur l'arrivée de ces provisions de la loi 25. Et aussi, on va prendre vos questions. Sachez que, comme on le disait tantôt, l'entrée en vigueur est différée pour certaines provisions de la loi. Je ne rentrerai pas beaucoup en détail. Le législateur a eu la sagesse de donner le temps aux entreprises de bien se préparer. Puis étant donné que, c'est sûr que vous aurez dû implanter certaines choses, j'espère que tous parmi vous ont déjà fait ce qui était dû au septembre 2023. Comment se préparer pour septembre 2022? Comment se préparer pour 2023 et 2024? J'invite Gilles à vous donner quelques consignes, comme je disais, inspirées de notre quotidien, du travail qu'on fait avec des clients de toutes les tailles. Donc, ce qu'on a vu beaucoup, la pyramide est à l'envers. Ce qu'on voit souvent, très peu de stratégie, pas beaucoup de processus, on a beaucoup d'informations, il y a énormément d'applications, beaucoup de technologies et beaucoup de données. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on a toujours l'impression que la technologie coûte très cher et c'est très dispendieux. Ce que nous, on recommande, c'est de mettre beaucoup plus de stratégie, raffiner les processus, adresser des bons contrôles qui vont nous permettre d'avoir un minimal d'applications, moins de technologie et très peu de données. Hein? Ça ne donne rien de mettre une grosse assurance sur un gros bâtiment qui est vide. Donc, on ne mettra pas un système de détection de mouvement si on n'a rien à voler. Right? Vous comprenez? Donc, c'est une approche qui met de l'emphase sur des principes qui sont à adopter. Puis, le but de minimiser la collecte de renseignements personnels, on peut arriver à les mêmes fins envers le client. On n'a pas besoin de consommer autant de données pour y offrir un service. Donc, beaucoup plus de stratégie, moins de technologie, moins de données, c'est ce qu'on recommande grandement. Ça évite d'avoir à mettre beaucoup d'artifices en place pour protéger les renseignements personnels. Ça, c'est le conseil en mode discussion d'ascenseur. On est très limité par le temps. Le sujet est extrêmement vaste. On a essayé de faire le mieux de l'heure que nous avons eu à passer ensemble. Maintenant, je vais répondre à certaines de vos questions. Moi et Gilles, on va rester disponible autant que vous voulez à la fin de la rencontre. Il est aussi possible pour vous de nous adresser par courriel vos questions. Si vous avez d'autres questions par la suite, n'hésitez surtout pas. Je vais essayer de voir pour le moment quelles sont les questions non adressées. Oui, au sujet des consentements, il y a quelqu'un qui pose la question, désolé, je n'ai pas le nom immédiatement ici, si les consentements pour les différents sujets peuvent être cherchés et obtenus dans un même document. En effet, oui, la loi n'exige pas des consentements séparés pour chaque cas d'utilisation. Si c'est plus efficace pour votre entreprise de regrouper les consentements puis de requérir toutes, advenant que c'est bien expliqué puis bien indiqué les fins de collection, vous pouvez absolument le faire dans un même document. Madame Wood, est-ce que vous avez d'autres questions dans la liste ou que vous avez obtenues autrement? Mélodie, on ne t'entend pas. Oui. Non. Je suis en train de regarder pour voir d'autres questions. Oui, il y avait une autre question en attendant, Madame Wood, je me permets de la lire dans la fenêtre chat. Qu'est-ce qu'on fait avec les courriels récoltés pour un besoin de la liste de contacts pour une infolettre? Bien, vous devez chercher le consentement de personnes qui sont visées par votre infolettre pour les besoins de communication de cette infolettre-là avant d'envoyer toute communication à leur intention. Ça, dans le fond, il y a plusieurs pièces législatives qui adressent justement la problématique des infolettres, mais ce que je vous conseille fortement, sans avoir connaissance de la réalité de votre entreprise, c'est de chercher le consentement avant de communiquer par ceux qui sont visés par l'infolettre. Madame Wood, je vous cède la parole. Oui, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Bon, OK. Désolée, pourtant j'avais ouvert mon micro, mais enfin bref.
En fait, je vois que aussi, on l'a écrit dans une des questions dans le chat qui est concernant le droit à la portabilité des renseignements. Pourquoi un client aurait de l'intérêt à faire ce genre de demande? C'est une très bonne question, on l'entend souvent. Le droit à la portabilité, je faisais mention au courant de la présentation du fait que la loi met d'avant plusieurs droits du consommateur, de l'individu, je dirais, là, parce que ça s'applique, comme je l'ai dit tantôt, aussi aux employés. Donc, les individus ont des droits par rapport à leur renseignement personnel. Puis un de ces droits-là, c'est le droit à la portabilité. L'individu, que ce soit comme consommateur ou employé, a le droit de prendre ses renseignements personnels et de les transporter ailleurs, que ce soit chez un autre fournisseur, chez un autre employeur, peu importe. Les renseignements personnels lui appartiennent. La loi reconnaît le droit à la portabilité, puis le droit de l'individu de vous exiger, à vous, en tant qu'entreprise, de lui fournir dans un format raisonnable ces données-là pour les donner à l'autre entreprise avec qui il a décidé de faire affaire avec ou à l'autre employeur, ainsi de suite. Les renseignements personnels lui appartiennent et doit en bénéficier comme bon lui semble. Donc, vous avez l'obligation de pouvoir lui offrir ces renseignements et tout ce que vous avez collecté à son sujet. Parfait, merci beaucoup. On a également une deuxième question qui est pour une entreprise qui n'utilise pas trop les technologies de On a l'information, quel perdu la serait le meilleur... connexion Oui. d'Adrien. Donc, pour ça, justement, OK. c'est ça. Donc, pour les renseignements personnels qui sont la portabilité, on pourrait voir plusieurs cas de figure. Par exemple, on est dans un gym, tous les points d'entraînement qui ont été collectés pour moi dans ce gym-là, j'ai besoin de les consommer puis de les offrir dans un autre gym. J'aimerais ça que mon autre instructeur puisse consommer l'ensemble de mes données. Donc, ça, c'en est un exemple de portabilité. Je suis dans un commerce où j'ai acheté énormément de produits pour la maison. Je veux changer de commerce ou un autre fournisseur ou un autre client. Et puis, dans ce cas-là, j'aimerais être en mesure de pouvoir avoir l'ensemble de mes données d'achat, mes données de consommateur, envoyer à un autre client, à un autre fournisseur pour pouvoir démontrer que je suis un client sérieux. Donc, c'était ce genre d'exemple qui pourrait être utilisé dans ce cas-ci. Je ne sais pas si on est encore en session. On a perdu Adrien, malheureusement. Je suis désolé. Ah, bon, il n'y a pas de problème. En fait, désolée de vous avoir coupé précédemment. Je n'avais pas, réalisé. Mais sinon, on a une deuxième question, si vous pouvez lui répondre. C'est pour une entreprise qui n'utilise pas trop les technologies de l'information, quel serait le meilleur point de départ dans ses démarches de conformité à la loi 25? Ce qui se fait habituellement, on fait des évaluations de maturité. On est à quel niveau de maturité pour ce qui est de collecter des informations? On donne un plan, une stratégie qui va nous permettre justement, tu sais, tout ne se règle pas que par des solutions informatiques. Hein? Beaucoup plus de stratégie, moins de technologie, c'est ce qu'on recommande. Des points de contrôle, plus qu'autrement. Donc, ce qui est à faire, ce serait d'avoir une évaluation de maturité. Qu'est-ce qui est à faire? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai comme inventaire? Comment je devrais ajuster mes processus? Comment je devrais transformer mes processus? On voit beaucoup d'entreprises qui ont des groupes de marketing qui aiment bien consommer les données depuis la création des temps parce que ça nous permet de faire plein de stratégies de vente. Sauf que ça, ce ne sont pas des consentements. Ce n'est pas ce que les clients ont demandé de garder mes données, puis ça va vous permettre de faire de la vente. Ce n'était pas pour ça que j'avais donné mes données initialement. Donc, si les consentements n'étaient pas présents, il faut avoir un consentement à répétition, un minimum de temps qui fait du sens. Ce n'est pas parce que j'ai donné mon consentement il y a 15 ans que je suis encore un consentement aujourd'hui sur la même utilisation de ma donnée. Donc là, je divague un peu, ce n'est pas ce que la question demandait, mais s'il n'y a pas d'informatique pour une entreprise, d'avoir un bon plan de stratégie et surtout d'une évaluation de maturité de ce qui est consommé, ça pourrait être une bonne piste de départ. Merci beaucoup, très intéressant. Ouais. Et puis, si je vous donnais un petit mot de la fin, qu'est-ce que vous aimeriez dire là, à tous aujourd'hui ici présents? Merci beaucoup. On est une jeune entreprise qui œuvre dans le domaine depuis un bon bout de temps en gestion d'identité des accès, surveillance et tout ça. Fait que ça devient naturel pour nous d'offrir des services de protection de renseignements personnels. On a tous subi
peu importe dans les organisations avec qui vous faites affaire, il y a toujours eu des cas où des failles, ça arrive à répétition. On voit ça souvent dans les nouvelles. Telle entreprise, il s'est passé ceci, telle entreprise s'est passé cela. Donc, ça a un impact sur nos vies personnelles et pour éviter d'avoir à subir ces conséquences-là. Donc, ce que ça vous permet, vous, comme entreprise, si vous adressez ça et vous avez un bon plan, ça vous donne un leverage, ça vous donne un message que vous communiquez à vos clients ou vos futurs clients, que vous prenez ça au sérieux et ça va vous mettre à un niveau que les clients vont vouloir faire affaire avec vous plus que peut-être d'autres compétiteurs qui n'adressent pas cette problématique-là. Donc, d'avoir déjà un plan puis de déjà signaler sur vos sites web que vous prenez ça à cœur puis vous avez mis des efforts nécessaires pour adresser cela, ça va attirer potentiellement plus de clients et ou investisseurs pour votre entreprise. Bien, merci beaucoup, M. Trépanier. Merci également plaisir. À M. Daphné et Daphné. Je vais lui passer le mot. Oui. Donc, je rappelle aussi à tous les participants que vous allez recevoir une petite attestation de participation à la formation d'aujourd'hui et puis qu'elle va être disponible là, en rediffusion. Et puis, si vous avez des questions et autres, vous pouvez toujours contacter M. Trépanier et Daphné. Je suis persuadée que ça va leur faire un plaisir de Absolument. vous répondre. Donc, merci beaucoup. encore merci et bonne fin de journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.